Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité de cette semaine possède un parcours qui nous rappelle à quel point la vie peut parfois nous faire tomber, mais aussi à quel point l'être humain est capable de se relever. Dès son enfance, il doit composer avec des blessures qui marqueront profondément son parcours. L'abandon, les familles d'accueil, certaines injustices et des expériences difficiles l'amènent très jeune à développer une révolte qui influencera plusieurs des choix qu'il fera par la suite. Comme plusieurs jeunes qui cherchent leur place, il emprunte des chemins qui le conduisent vers la criminalité, la consommation et des fréquentations qui auront de lourdes conséquences sur sa vie. Puis un jour, tout bascule. Suite à la consommation d'une drogue contaminée, il perd ses deux mains et doit apprendre à reconstruire sa vie dans une réalité complètement différente de celle qu'il avait connue jusque-là. Mais derrière cette épreuve spectaculaire se cache une histoire beaucoup plus grande. Une histoire de famille, d'amour, de pardon et de reconstruction. Aujourd'hui, père de 3 merveilleux enfants, il consacre ses efforts à devenir chaque jour une meilleure version de lui-même. À travers son humour, sa transparence et sa présence sur les réseaux sociaux, il utilise désormais son histoire pour sensibiliser, inspirer et rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer le cours de sa vie. Mon invité de cette semaine, celui qui nous étonne à chaque fois qu'il s'exclame « Ben, moignons donc !» Bienvenue à Jérémy Terrien, mieux connu sous le nom de J Stills No Hands. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Claudine. Salut Jay, ça va bien? Ça va très bien, puis toi? Oui. Ça va vraiment mieux. La seule chose, c'est qu'avant d'arriver au podcast, j'étais tellement stressé. Je me suis rosé les ongles, câlisse. T'étais stressé d'aplomb, là. Oui, il va y avoir beaucoup d'humanité, mais aussi l'humour me permet de m'évader, de me faire plaisir, de me faire du bien aussi là-dedans. Tu sais, c'est spécial à dire, mais l'humour, ça me auto-guérit personnellement. Puis les gens connaissent vraiment beaucoup le dicton sur TikTok. Ben, moignons donc. On dit plus voyons donc ici, on dit ben, moignons donc. Moignons donc. Oui, puis l'humour, ça t'a aidé à traverser, on va en parler, mais l'humour, ça fait partie là, d'un élément qui t'a aidé puis qui t'aide encore à accepter ta condition puis ton passé. Oui, c'est ça. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un choix, c'était de me battre. Puis de me battre, ça fait partie d'accepter ma condition aujourd'hui. Puis, tu sais, on s'entend que c'est une condition qui est quand même spéciale. C'est pas tout le monde qui a pas de main, mettons, puis qui se débrouille bien dans la vie, puis tout ça. Puis depuis le jour que j'ai décidé de me battre, je deviens une meilleure personne, puis je m'impressionne moi-même, puis j'impressionne les gens. Puis le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est de jamais arrêter, tu sais, de jamais abandonner, parce que peu importe c'est dans quelle situation que t'es, dans quel physique que t'es, mais c'est important de croire en soi, puis d'avoir des confiances. Puis quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, Christ que je m'aime, puis je me mets pas avant, même quand j'avais des mains, puis je vais vous expliquer l'histoire. Ben, on va faire le cheminement, parce que, tu sais, il y a une différence entre quelqu'un, mettons, qui naît sans main, là, puis quelqu'un qui perd ses mains pour un accident de travail, mettons, ou par un accident d'auto. Tu sais, toi, c'est toute la violence qui, tu sais, je veux dire, la violence que tu t'es faite à toi-même, qui résulte de ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui t'a, tu sais, qui a un accident, là, quelqu'un qui a fait une mauvaise manœuvre, tu sais, c'est à cause de décisions puis à cause de choix que tu as perdu tes mains, puis c'est important, les mains dans la vie, là. Fait que, on va en parler, ça, puis justement, raconte-moi ton histoire. T'es né où? T'as-tu des frères, des sœurs? Je m'en viens là-dessus. Donc, moi, je m'appelle Jérémy, comme que j'ai été présenté. Je suis né à Saint-Jérôme, dans une famille dysfonctionnelle, mais il y a quand même ma mère qui a tout le temps essayé de peut-être nous surprotéger un petit peu plus. Puis ça a eu des grosses conséquences. Donc, je suis né à Saint-Jérôme. J'ai une sœur de 2 ans plus vieille que moi qui s'appelle... je ne nommerai pas son nom. Je suis désolé, j'ai pas eu son autorisation. Mais j'aime mieux rester comme ça. T'as une sœur aînée. Oui, j'ai une sœur aînée qui a vécu quand même une partie de ma jeunesse quand même assez difficile pour elle aussi, qui s'en sort très bien aujourd'hui, qui a été capable de mieux dealer avec ça. Mais moi, j'ai eu des choses qui ont fait en sorte que les mauvais comportements ils ont ressorti. Dans le fond, je vous explique, dès ma jeune enfance, à partir de ce que je me rappelle, c'était à peu près à 3 ans. Les premiers souvenirs d'enfance que j'ai, c'est à peu près 3 ans.
Puis c'est de la violence que mon père fait à la maison. Dans le fond, mon père est addict au gambling. Quand il revient à la maison, lui, mon père, il a besoin d'argent. Ma mère, elle dit non, faut que je nourrisse les enfants. Puis c'est toujours le même épisode qui se répète. Non, ben ça veut dire qu'elle avait le droit de manger une volée. Puis elle a mangé des volées, puis plus que je grandissais, plus que mes souvenirs reviennent, puis que, tu sais, il y a des moments précis que je me souviens de la situation. À un moment donné, mon père, il arrive, même situation, il a perdu son argent dans les machines. Ma mère, non, c'est pour nourrir les enfants. Mais mon père est arrivé, puis cette fois-là, il a donné une méchante volée à ma mère, assez qu'il était rendu par-dessus en train de l'étrangler. Ma mère, elle a perdu connaissance. Ma mère, ses yeux étaient blancs de même. C'était une scène d'horreur à l'âge de 5 ans. J'avais 5 ans. Le petit Jérémy, lui, là, ce qu'il voit quand il vient au monde, là, ben c'est ça. Puis il la lâchait pas, ma mère. Puis quand j'ai décidé de réagir, j'ai pris mon petit bâton en baseball, puis j'ai éclaté ça en arrière de la tête à mon père, puis ça l'a rien fait. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait, faut que je fasse quelque chose. Déjà, à l'âge de 5 ans, j'ai cette réaction-là. Je le mords dans le dos, puis vraiment au sang. Puis là, ça fait en sorte que ma mère, elle a été lâchée, mais tu sais, elle était plus consciente à terre, là. Fait que, tu sais, genre, je savais même pas si elle allait revenir à la vie ou whatever, mais moi, je sais que je me suis fait pogner comme une marionnette puis pitcher dans le mur. À cet âge-là, déjà à 5 ans. Puis une autre fois, ben, tu sais, ça, c'est une parmi tant d'autres, mais il y en a une autre que je me souviens quand même très bien. C'est quand mon père, il est revenu, il voulait de l'argent. Puis il a pogné le téléphone. Les téléphones, dans le temps, c'était des gros téléphones, là. Il a pogné ça, puis il a éclaté ça sur la tête à ma mère. Ma mère était fendue sur la tête. Elle a pris moi et ma soeur dans les toilettes, puis le sang coulait en attendant les urgences, tu sais. Le sang coulait sur moi et ma soeur, puis on regardait ma mère de même, tu sais. Fait que ça peut avoir créé quelqu'un de très violent plus tard dans ma vie. De frustration. Oui, de frustration, de problématiques, tu sais, des incompréhensions, mais tu sais, ça l'explique, mais ça l'excuse pas mes comportements, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ça peut nous aider à la comprendre. Puis ton père, ça a-tu duré longtemps? Jusqu'à 5 ans, jusqu'à temps que, genre, il se sépare. Ta mère a fait des choix, aller chercher les ressources. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ben, la DPJ nous a empêché contact avec notre père, tu sais, genre pour vraiment quasiment tout le temps, là, je pense. Je sais plus, je connais plus les dossiers par cœur. Mais t'as jamais eu contact avec ton père? Ben, justement, je veux en venir là. Là, en ce moment, je veux juste dire que je t'aime, papa, puis c'est pas contre toi que je le fais, puis je veux pas que tu m'en veuilles, puis il était au courant déjà, puis je pense qu'il accepte son passé maintenant. Ça fait partie de ton histoire. C'est ça. Ça fait partie de mon histoire à moi, de ce que j'ai vécu. Puis aussi, ma mère, elle a fait des mauvais choix aussi que plus tard, que je réalise aussi que je la pardonne, tu sais. Mais, tu sais, papa, c'est pas contre toi. C'est juste, c'est ma réalité à moi. Ouais. C'est ma réalité à moi. C'est des comportements que puis lui a eu. Je suis quand même proche avec mon père. L'année passée, on était à Toronto. On était écouter des games de baseball. On se voit toutes les semaines. Il est super présent pour mes enfants. Est-ce qu'il a travaillé sur lui-même? Il a travaillé énormément. Tu sais, il a vraiment travaillé. Aujourd'hui, il est avec une femme exceptionnelle qui est ma belle-mère, que j'adore plus que tout aussi. Puis il a jamais levé le petit doigt sur ma belle-mère. En tout cas, toi, il n'y a pas danger que tu le fasses. Non. Maintenant. Oh là là, l'humour. Tu sais, c'est ça, on passe des larmes au rire avec toi. Je pense que ça va être ça pas mal, tout le podcast. Mais donc, ça se passe, au moins, ça dure pas pendant 10 ans, 15 ans, cette histoire-là. Il est retiré, ben c'est quand même traumatisant, là, tu t'en souviens mais il y a d'autres conséquences qui s'en viennent. Ben oui. Puis tu sais, ça, c'est ce que ma soeur aussi, elle a vécu. Puis là, ma mère, elle, avec tout ce qu'elle a vécu dans cette violence-là, puis tout ça, puis c'est quand même comprenable que la santé mentale est affectée. Puis là, ma mère est dans des dépressions, dans des burn-out, avec 2 enfants qui sont à l'école. En bas âge. Qui sont bas âge, fait qu'on est agité, tu sais, même moi j'ai des enfants, je sais à quel point ça peut être très difficile de gérer des enfants par moment, tu sais, tout dépendant, mais tu sais, ça reste des enfants, tu sais, je veux dire, on est des enfants, c'est normal, on peut pas s'en vouloir d'avoir été agité à ce moment-là, mais je te dirais que ma mère est tombée dans des dépressions, dans des burn-out, où est-ce que même elle était plus capable nécessairement de s'occuper de elle-même, fait que était plus capable de s'occuper nécessairement de nous. Fait que la DPJ est venue chercher moi et ma soeur à l'âge de 6 ans pour nous amener dans une famille d'accueil que
j'ai tellement de respect pour cette famille d'accueil-là. Donc, c'était une bonne... Parce que souvent, on entend ça, des fois, qu'il y a des Oui, mais familles ça, c'est d'accueil. ma première. Ta première. Attends, ça s'en vient, les mauvaises. Mais la première famille d'accueil était bonne. Vous étiez les deux enfants. Les deux ensemble, moi, ma soeur, tu sais, oui, j'ai perdu mes 2 parents, mais j'avais quand même un point de repère. La fratrie était ensemble. Oui, c'est ça, j'avais un point de repère, ma soeur était là, tu sais, c'était comme moins pire, puis cette famille d'accueil-là, tu sais, genre, c'était vraiment exceptionnel comment ils s'occupaient bien de nous, puis, tu sais, je sentais malgré tout que j'avais quand même de l'amour, puis je me sentais bien, puis il y avait d'autres gens, deux autres frères et sœurs qui me retrouvaient sur TikTok justement dernièrement, puis tu sais, genre, je veux dire, on était bien. Même encore des fois, je vais voir ces gens-là, je vais cogner à la porte, puis je leur dis merci. Genre, tout le temps, quand je passe à Sainte-Sophie, je leur dis bonjour. Puis je suis vraiment fier d'avoir été à cette famille d'accueil-là. Ça a duré 1 an. Ma mère, elle nous aura eu par la suite. Fait que ma mère, elle se sentait prête, mais malheureusement, elle ne l'était pas nécessairement. À l'âge de 6-7 ans à peu près, c'est moi qui cuisinais à la maison parce que maman était malade. Fait qu'on a comme un peu inversé les rôles. Tu sais, moi, j'étais le parent, puis ma mère était l'enfant, tu sais, mais à ce moment-là, c'était moi qui avais le rôle d'être enfant et ma mère le rôle d'être une adulte. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est qu'elle passait ses chums une dépendance affective, sûrement, même peut-être encore aujourd'hui. Je veux pas encore, je veux pas aller sur le moment présent, mais ça l'a fait que moi, ça m'a affecté. Est-ce qu'il était un peu dans le même aussi pattern des hommes? Ben en fait, il y a eu un de mes beaux-pères qui frappait moi et ma soeur à coups de ceinture. Puis ma mère, elle disait, ben vous écoutez pas. Ouais, mais on n'est pas obligé de vivre de la violence de quelqu'un on a déjà assez vécu de violence, je pense. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, veux pas, nous autres, on parlait à l'école. Puis ça n'a pas été long que la DPJ est venue nous ramasser, moi et ma soeur. Fait que, mettons, à 7 ans et demi, mettons, là. Tu retournes pour une deuxième fois dans... Une famille d'accueil. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment blessé parce que moi et ma soeur, on a été séparés. Fait que ça, là, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai appris dernièrement aussi que, tu sais, des fois, c'est pas qu'ils veulent nous séparer, c'est juste que ça dépend des chambres. S'il manque 1 centimètre, ils peuvent pas accueillir 2 enfants. Tu comprends? Puis à ce moment-là, tu sais, c'est urgent, c'est comme c'est là. Fait que, tu sais, au départ, je me demandais pourquoi que la DPJ fonctionnait d'une telle façon. Mais aujourd'hui, je comprends un petit peu mieux aussi. Il y a quand même certaines normes à respecter, des lois, tout ça. Fait que à ce moment-là, moi, ma soeur, elle a été placée dans une famille d'accueil où est-ce qu'on s'appelait à toutes les fins de semaine ou whatever. Puis elle faisait des activités. Elle faisait plein d'affaires. Puis c'était comme, waouh, c'est bien. Puis j'étais content pour ma soeur à ce moment-là quand même. Mais moi, ça n'a pas été long où est-ce que cette famille d'accueil-là avait 3 garçons. Puis les garçons, eux autres, c'était leur enfant, puis moi, j'étais comme un intrus, si tu veux. Fait que déjà là, tu sais, tu peux voir ce que ça a créé comme envers ces garçons-là vers moi. Il y a eu de l'intimidation, il y a eu de l'injustice. Puis il y a aussi les parents qui m'ont fait de l'injustice dans cette famille d'accueil-là. T'es peut-être là plus pour le chèque qui venait avec ou pour la... Probablement, je te dirais. Puis, parce qu'on va se le dire, il y a certaines familles, c'est ça, là. C'est un surplus financier, puis... Ben, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. C'est ça. Tu sais, comme j'en ai pogné une bonne avant, puis j'étais super bien, tu sais. Mais là, à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était vraiment injuste, puis j'étais déjà quand même assez révolté avec tout ce que j'avais de vivre. Cette famille d'accueil-là me donnait pas le droit à certains desserts. Pourquoi? Je sais pas. Mes gars, ils ont le droit de manger tel dessert, toi, t'as des biscuits. Fait que, tu sais, déjà là, moi, j'avais quand même besoin d'amour, mais je vivais quand même des injustices. Puis du rejet. Ouais. Puis là, c'était le samedi soir. Le samedi soir, c'était le pire. Ah, ben, on va écouter un film en famille. Toi, tu dois aller te coucher dans ta chambre. Genre... OK, mais comme, tu sais, c'est... Genre, des fois, je partais en pleurant dans ma chambre, mais tu sais, c'est normal, j'ai comme 8 ans à peu près. Oh, mon Dieu! Ouais, mon Dieu! C'est injuste, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, ben, je commençais à... Moi, je vais prendre une pause, je vais parler à ces gens-là, inacceptables. Le karma va vous rattraper. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas lui, là. Ça, c'est inacceptable. Quand tu prends des gens dans la famille d'accueil, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Moi, ça... En tout cas, continue. Ouais, excuse-moi, c'est pas terminé, mon affaire n'est pas terminée. Ouais. Là, avec ces comportements-là, ben moi, je me révolte à l'école, je me révolte dans la maison, je commence à prendre, tu sais, mettons, il m'amenait à souper, mais j'étais comme, ouais, j'aurais même pas le droit de nouer au dessert après. Je pognais mon assiette, je la cassais à terre. Fait que là, à ce moment-là, ils ont commencé à vraiment agir d'une manière
incontrôlable, puis il me faisait peur. Il me dit, si tu parles, si tu dis quelque chose, tu t'en vas en centre jeunesse ou en foyer d'accueil, puis là-bas, ils te battent, ils font rien que ça te battre. Fait que si t'es quand même bien, fait que je resterais silencieux. Puis tu sais, c'est facile de jouer dans le tête d'un enfant, là. Fait que j'ai resté silencieux toute ma vie, puis finalement, mais ces gens-là, ils me mettaient tout nu la fin de semaine. Ils me mettaient tout nu, man, c'est ça ma conséquence. Ils me mettaient tout nu, OK, pendant une journée complète. Je mangeais tout nu, je jouais dehors tout nu. Il y avait un gros terrain, c'était pas en ville, là, c'était quand même éloigné, c'était des gros terrains, mais ça reste que ça fait des blessures. Puis qu'est-ce que tu penses que les petits garçons, ils faisaient? Fait qu'ils riaient de moi. Fait que ça a créé quelque chose à l'intérieur de moi, là, Claudine, là, t'as pas idée. Genre, t'as pas idée ce que ça a créé à l'intérieur de moi. Je vis une enfance de merde. On va se le dire, là, c'est une enfance de merde, de la violence de mes parents, ma mère qui m'abandonne, moi je vois ça comme ça, les familles d'accueil qui s'occupent pas bien de moi. Fait qu'à ce moment-là, moi j'arrivais, là, quand je passais la fin de semaine tout nu, là, ben j'arrivais le lundi parce que je savais que si j'en cognais un là-bas qui riait de moi, ben je m'en allais en foyer me faire battre, t'sais. Fait que ce que je faisais, c'est que j'arrivais à l'école le lundi, le premier que je voyais, je collissais mon poing d'en face, puis je m'amusais à faire ça parce que j'avais de l'attention, puis les intervenants à l'école, ils me couraient après. Puis là, après ça, ben là, ça finit que ils m'ont barré aussi pendant toute la fin de semaine dans ma chambre. Mais c'est complètement dangereux parce qu'ils avaient switché le truc de clé de barre, là. Fait que si, mettons, il y avait un feu ou quoi, là, ben la porte était barrée, mais moi, je pouvais vraiment pas l'ouvrir, là. Fait que c'était complètement fou ce que je vivais dans cette famille d'accueil-là. Puis ça a duré longtemps? Ça a duré 1 an et demi, je te dirais. 1 an et demi, puis ma mère a repris notre garde. Ouais. Puis, tu sais, c'était difficile d'en parler à la DPJ ou à ma mère parce qu'à ce moment-là, tu sais, je vais aller en foyer d'accueil, je vais me faire battre, tu sais, je vais être mal. Je suis quand même pas si pire que ça, finalement, ici. C'est ça qui m'avait rentré dans la tête. Puis, ont-tu été sanctionnés après? Y a-tu des choses qui ont été faites? J'ai pas été, j'en ai pas parlé plus que ça. Tu en as parlé vraiment plus tard? Oui puis non. Okay. C'est comme ça a tout le temps, j'ai tout le temps eu tendance à garder mes émotions puis les choses à l'intérieur qui se passaient, je les extériorisais pas avant que je fasse des thérapies, mettons, parce que c'est des raisons pour lesquelles j'ai consommé plus tard aussi, c'est la raison pour laquelle je suis devenu quand même assez violent, je te dirais. Puis, t'as-tu revu ces gens-là, ces adultes-là? Tu les as plus jamais revus de ta vie? Puis moi... Faudrait pas que tu les revoies. Peut-être que... Mais oui puis non, parce que dans un sens... Tu veux pas retourner visiter ces énergies-là? Non, c'est ça. Regarde, moi, je laisse la vie aller, puis la vie fait ce qu'elle a à faire, dans le fond. En tout cas, si c'est pas déjà arrivé, ils vont avoir leur karma, ces gens-là, tu sais. Je suis pas inquiet. Tu sais, les enfants, eux autres, qui ont le modèle des parents, c'était possiblement des jeunes hommes de ton âge ou un peu plus vieux. Tu sais, possiblement que ils ont suivi le modèle de leurs parents. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, tu retournes chez ta mère. Est-ce qu'à ce moment-là, ça dure? Est-ce que tu peux rester là? Oui, jusqu'à temps que j'aille en centre jeunesse. Parce que là, tu deviens de la délinquance s'installe. Genre, j'ai peut-être 9 ans et demi. Je suis pas encore sûr. Je me rappelle pas exactement des âges, mais je te dis, grosso modo, vers 9 ans et demi, je suis revenu à peu près chez ma mère, genre. OK. Merci beaucoup, Claudine. Je suis revenu chez ma mère, puis, tu sais, ma mère... encore avec des problèmes de dépendance affective, tu sais, genre, j'ai eu plusieurs beaux-pères. Elle a ses défis. Ouais, c'est ça. J'ai eu plusieurs beaux-pères qui ont fait en sorte que, tu sais, moi, je me suis quand même senti délaissé à maintes reprises. Tu sais, ses chums étaient plus importants que moi. Puis, tu sais, moi, j'avais besoin d'amour avec tout ce que j'avais vécu. Fait que finalement, mon amour, je l'ai trouvé au secondaire. Mon amour, c'est pas avec une fille, je l'ai trouvé, c'est avec la consommation puis un groupe de tannants. Un groupe de gens qui faisaient des petites criminalités où est-ce que moi, j'avais comme une approbation, un sentiment d'appartenance. J'avais tout ça qui venait comme combler le vide que j'avais eu pendant que j'étais jeune. Puis ça a fait en sorte que ça a créé un monstre. Puis un pas pire monstre, tu sais. Puis à l'âge de 12 ans, je commençais déjà à vendre du cannabis. Pour pouvoir consommer, fallait que j'aie un petit peu plus d'argent. Fait que oui, je consommais ce que je vendais. Là, c'était plus assez à un moment donné. Fait que commence à commettre des vols. Puis tout ça. Mais tu sais, quand que, mettons, là, on s'avait établi à Laval, justement, tu sais. Puis là, les mauvaises fréquentations, Laval, il y en a à chaque coin de rue, là, on va se le dire. Puis là, j'ai commencé à tenir avec des gangs de rue
OK? Des premières gangs de rue, genre à Hauteuil. On traînait là, puis les gars, ils me donnaient du codéine avec du 7-Up. Les gars, ils faisaient du rap. Puis moi, je me sentais apprécié. Je me sentais à ma place. Puis de plus en plus que, genre, on faisait des petits crimes, on faisait des choses. Puis moi, j'aimais ça. Ça m'attirait quand même un peu parce que ça me procurait... Tu avais un sentiment d'appartenance. Tu avais une famille. Tu t'étais trouvé une famille. C'est ça. Puis, tu sais, même déjà à 13 ans, j'arrivais chez nous, il était 2-3 heures du matin, soit gelé, soit sous. C'était pas normal, là. Il n'y avait pas d'intervention parentale tant que ça. Non, ben ma mère, elle essayait quand même, là. Je te cacherai pas que, tu sais, elle aimait pas ça, puis elle essayait de me raisonner, mais moi, je faisais ce que je voulais à ce moment-là, tu comprends? Puis le secondaire, ben c'est ça. Ça a pas été long que mes troubles de comportement ils ont vraiment commencé. Même à l'école, tu sais, genre, la personne qui a été blessée, tout ça, ben, tu sais, je créais la peur autour de moi, tu sais. Je créais la peur, tu sais, j'étais un tough. Moi, je me battais. À un moment donné, le directeur, la dernière fois que j'étais dans une classe normale, ça a été... mon directeur, il était venu me refléter un mauvais comportement, puis moi, je l'avais pas accepté. J'ai pogné ma chaise, puis je l'ai éclaté dans son visage. Je l'ai fendu ici à l'âge de comme 13 ans. Fait qu'ils m'ont placé en trouble de comportement tout de suite après. Puis là, à ce moment-là, le crime, il a embarqué, là, je te le dis. Puis je suis pas en train de me vanter de tout ça parce que... Non, mais ça arrive parce que, tu sais, quand on parle de violence là, dans le milieu de l'éducation, ben c'en est un exemple. C'en est un exemple flagrant que les enseignants, là, c'est un directeur d'école qui a reçu ça. Puis derrière ce geste-là, ben il y a toutes les blessures d'un enfant. Puis d'accord. Tu sais, hier, je recevais justement un professionnel de l'éducation. Puis dans la vie, quand dans ma classe, je sais que j'ai des bien partis, puis j'ai des mal partis. Oui, ben moi, je faisais partie des mal partis. Ouais, carrément. Puis ouais. mon enfance est quand même assez difficile, là, on se le cachera pas. Ben ouais. Puis finalement, en trouble de comportement, veux pas, tu commences à te faire des amis, puis tout ça. Puis il y en a un qui se surnommait le fils du 45. Ça, c'était une autre gang, genre HMD. Puis j'avais quand même l'attirance. Là, ses amis venaient des fois pendant les dîners. Moi, je m'entendais bien avec eux. Puis, tu sais, ça restait comme ça. Puis à un moment donné, ma mère, pour aucune raison, elle déménage à Chemédé. Puis à ce moment-là, Chemédé, ça a été vraiment... Où est-ce que ma criminalité s'est vraiment développée, là. Vraiment, vraiment plus gros. Déjà à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'arrive sur une rue, puis je rencontre les gars du quartier. Puis là, je dis « Ah, vous connaissez-tu tel nom? Il était avec moi en trouble de comportement. Ouais, il est rendu à quartier. Il a essayé de braquer une bijouterie, tu sais. Fait que, tu comprends comment c'était hot dans ce quartier-là, là. Puis, t'es Chemédé, t'es à peu près où à Chemédé, là? Proche du dépanneur bleu, dans le fond. Clarendon, Notre-Dame. C'est pas loin du métro Notre-Dame. Là. Okay. Ça, c'était le QG, là, mettons. OK. Ouais. Commencé... À côté de l'ancienne Récréatech. Ouais, exactement. Ça, c'était vraiment notre QG, là. Tu sais, genre, quand tu passais là, dans le temps, il y avait des millions de jeunes, puis il y avait les plus vieux, en tout cas, il y avait vraiment une gamique, là, tu sais. Puis à ce moment-là, je savais pas que le gars là, qui se surnommait Fils du 45 qui était dans ma classe de tes troubles de comportement, c'était mon voisin d'à côté, genre comme 4 portes à côté. Fait que ça n'a pas été long. Étiez-vous dans des appartements sociaux, j'imagine? Même pas. Okay. Non, des appartements, mais c'était pas un appartement très, très bien. Tu sais, moi, j'étais collé à la 13. Là. J'étais comme, tu sais, mettons que tu passes à côté du tennis 13, là, il y a comme un seul appartement. Moi, j'étais sur le bord. Okay. J'étais moins cher, probablement. C'est ça. Mais oui, c'était plus défavorisé quand même. C'était plus de ça. Puis finalement, tu sais, mon ami, quand il est sorti de quartier, tu sais, on veut pas, on s'est retrouvés. Il m'a présenté les vrais du quartier, nanana. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à faire des plus gros crimes. Je me suis pas fait pogner, mais j'ai pitché des cocktails Molotov sur des édifices. La première fois que j'ai... Des règlements de compte. Ouais. Puis, des gens qui payaient pas leur... Ouais, mais tu sais, on avait été approché par un groupe criminel que je nommerai pas, là. Non. Mais... en tout cas, fait que tu vois que genre... Pour faire des mauvais coups, pour faire... des représailles. À ce moment-là, là, tu sais, je te dis, j'étais comme dans ma voie. T'as quel âge? J'ai 14 ans parce que à 14 ans, j'ai été pogné pour mon premier délit. C'était un vol qualifié main armée.
On avait été chez des dope dealers, puis on avait été faire la maison avec des armes, puis tout ça. Puis 3-4 rues plus loin, on s'est fait pogner avec du stock, puis des armes. Fait que ça a été la première fois que j'ai été incubé pour LJPA en centre jeunesse. Fait que à ce moment-là, ma mère, elle, extrêmement peur de mes comportements, de mes fréquentations. Les gars, ils savent pas je suis où. Pendant quelques jours, les véhicules circulent, tu sais, devant chez ma mère, puis ils regardent dans la maison, tu sais. Je devais de l'argent, tu sais, je devais ramener une certaine quantité d'argent, puis tu sais, finalement, j'étais plus là, tu sais. Ma mère elle s'est installée à Châteauguay, puis j'ai fait mon temps. Puis après ça, ma mère elle a dit gardez-le en centre jeunesse. Fait que j'ai été en centre jeunesse, mais je peux dire que les plus beaux moments de mon enfance s'en viennent. C'est fou, là. Je sais pas si tu connais Ali Nestor et les Princes de la rue. C'est un organisme de club de boxe à Montréal ici. Oui, sur Crémazie. Oui. Mais ce monsieur-là, là, Ali, j'ai sa permission, OK? Parce que je lui ai dit que j'allais dans des podcasts. J'ai sa permission de lui dire son nom. Annie Nestor, je t'adore, même. Je vais te conter des histoires qui m'ont fait du bien. Ma plus belle partie de toute ma jeunesse en vient, genre. C'est fou, là. Fait que là, mais là, tu as 14 ans, tu es au centre jeunesse. Comment ça se passe au centre jeunesse? Ça se passe quand même bien. Il y a comme, tu sais... Ça, c'est en garde fermée, si on peut dire. Là, j'ai fait la garde fermée, mais j'ai fait aussi la garde ouverte. OK. Ouais. Mais j'aimais ça. C'est bizarre à dire parce que, tu sais, il y avait quand même un groupe où est-ce que, tu sais, une famille, quelque part, puis dans un milieu plus sain. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre comme des heures fixes, des sports, des affaires comme ça que moi, les gymnases, quand c'était des sports, j'aimais ça. Puis c'était correct, tu sais, c'était correct, mais quand même, tu te fais des contacts pour plus tard aussi, là, tu sais, je veux dire. T'as quand même hâte de sortir pour retrouver ta gang? Ouais, aussi, mais finalement, ça s'est jamais passé comme ça. J'ai vraiment laissé... OK, fait que à ce moment-là, ça se coupe. Ouais, vraiment. Ils n'ont pas essayé de revenir te chercher? Ils n'ont pas essayé de revenir te... Pas nécessairement, parce que j'étais resté vraiment en centre jeunesse quand même. Je me suis fait d'autres sortes d'amis aussi, là, tu sais, mais c'est revenu un peu là, dans mon adulte, mais pas fou comme ça. Tu sais, ma femme que je rencontre à l'âge de 18 ou 19 ans, je pense, elle m'a complètement changé aussi. Mais on va continuer avec Ali. Ali, dans le fond, il y avait un programme, puis tout ça, puis au centre jeunesse, il est venu faire une conférence, puis là, moi, j'ai parlé à la madame de la DPJ, j'étais comme, moi, je veux faire ça de là-bas, je veux aller chez Ali, puis... Finalement, ils ont accepté, j'ai réussi à pouvoir aller au gym. Puis moi, j'étais déjà petit Chris, j'arrive dans le gym, puis il y a une morale de l'histoire. Ali, là, c'est vraiment une personne exceptionnelle. Il me dit, moi, j'arrive dans son club de boxe, puis toi, je te pète. Toi, je te casse la gueule. Toi, t'embarques dans le ring contre moi, t'es fini. Je suis le même, là. Je rentre dans le gym. Fait qu'Ali Nestor, il dit, ah ouais, tu veux écœurer mon gym? Il me dit, tu vas embarquer contre moi. Moi, je suis comme, t'es dans le mal, mon chum. Premier round, paf, j'en place aucune technique, mais il fait comme ça. Mais il joue la comédie. Deuxième round, j'essaie d'en placer un. Pas capable. Là, la rage, l'orgueil monte, tout ça. Puis, finalement, Ali, troisième round, j'essaie d'y en placer un. Il se tasse. Pow! Il m'en donne un lingot. Je tombe à terre. Puis là, l'orgueil a monté. J'ai pété une crise dans le gym. Je suis retourné au centre jeunesse. Je me suis vraiment fâché. Puis j'ai dit, plus jamais. Puis je l'ai rappelé une semaine plus tard. Puis j'ai dit, je veux revenir au gym. Puis il me dit, puis je voyais l'enthousiasme au téléphone. Aïe, je suis vraiment content. Viens-t'en au gym. J'arrive au gym. Puis je me déplace de quartier jusqu'à Saint-Michel. C'est quand même une petite ride. Puis j'arrive pour rentrer dans le gym. Puis Ali me dit... moi, je rouvre la porte, puis il me pousse, il me dit, rentre pas dans mon gym. Là, je suis là, Chris, t'es-tu malade, toi, de me faire venir pour rien? Et il me dit, non, tu vas... Avant de rentrer, tu laisses tes émotions, puis tu laisses tout ce qui est baveux. Nous autres, ici, on s'en vient pratiquer les arts martiaux, mais aussi être capable de contrôler ses émotions. Fait que si t'as trop d'émotions, si t'as un trop plein d'émotions, tu le prends, tu le jettes dehors à chaque fois que tu rentres au gym. Je dis, OK, c'est bon. Puis là, j'arrive pour rentrer, il me repousse une deuxième fois. Il dit, t'as rien compris, Chris? Il me dit, je veux que t'es pognes, là, puis t'es mettre à terre à chaque fois que tu rentres dans mon gym. Fait que là, j'ai pas eu le choix de le faire, le geste. Puis ça m'a appris qu'il y avait beaucoup dans ma vie quand même à, comme... gérer certaines émotions parce que tu sais j'étais pas encore un pro. Apprendre à se connaître, on va se le dire, c'est un cheminement. Puis t'es encore là,
T'as pas fini. Non, c'est ça. C'est un gros cheminement. Je suis très, très jeune. Tu sais. Fait que, voilà, ça a été comme ça ma jeunesse. Finalement, j'ai pu faire la boxe puis faire aussi une partie de mon école dans le gym de boxe. Fait qu'il y avait un programme, puis là encore aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent, tu fais ton programme pour les mamans qui ont un jeune en difficulté ou un papa, whatever. Allez-y, Ali, Nestor et les Princes de la rue. C'est vraiment un organisme exceptionnel. Tu peux finir ton école puis avoir le programme sport-études, genre vraiment inclus dans le même gym de boxe sur Crémazie. Wow! Fait que moi, je le conseille. J'ai beaucoup eu de plaisir à le faire. J'ai eu vraiment... J'avais beaucoup de talent quand même aussi à la fin. Je me suis vraiment... C'est des beaux moments de jeunesse que je me rappelle. Fait que ça a été jusqu'à l'âge de 17 ans, ça. Puis après ça, là, t'es encore en centre jeunesse? Non, ben j'ai eu les Auberges du Cœur que je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Une autre organisation tellement merveilleuse. Ça l'aide les jeunes qui ont, tu sais, comme plus enfants de la DPJ, mettons, mais pas nécessairement, tu sais, un jeune dans la rue, tu sais, que ses parents s'occupent pas de lui ou whatever. Mais cet organisme-là prend le jeune en conséquence et s'occupe de lui. Vraiment, il y a une chambre pour lui là-bas. La nourriture, tu manges à volonté. T'es libre, là. T'es pas en centre jeunesse, là. Tu peux aller te promener, tu peux aller à l'école. T'as des heures à respecter, bien sûr. T'as des tâches à faire, c'est sûr. Mais par la suite aussi, là, moi, j'avais pas ce programme-là, mais il y avait aussi les appartements supervisés, là, qui ont créé à Laval, là. C'est comme, c'est comme t'as 18 ans, tu pratiques à payer un loyer, à avoir tes responsabilités. Je trouve ça exceptionnel. Parce que moi, dans le fond, ça n'a pas duré longtemps, les Auberges du Cœur. J'ai été là pendant genre 3 mois à la fin parce que je m'en faisais souvent de centre jeunesse, j'étais plus bien, puis j'allais revoir mes mauvaises fréquentations, je commençais à lâcher l'école. Je recommençais mes vieux patterns. Mais les Auberges du Cœur, j'ai vraiment beaucoup de respect pour vous. Juste vraiment, vous aidez énormément de jeunes, puis j'en suis très conscient, puis j'aurais dû prendre ma chance à ce moment-là, mais j'avais préféré fuguer aussi pour aller me faire une copine. Ma première blonde. Est-ce que ça va trop vite? Oui, non, c'est parfait, on te suit. Parce que je sais que tu vas me poser tes questions après, tu prends garde quand même. Oui, je vous mets juste en contexte. On suit ta vie, là. On fait... oui. Fait que je vous mets en contexte un petit peu. À ce moment-là, je rencontre une fille que j'aime vraiment puis que j'ai envie de prendre soin. C'est spécial à dire, mais... T'as le goût de changer pour elle. Ouais, parce que c'est la première fois que je connais l'amour puis je suis comme, oh shit, c'est ça que ça fait, l'amour, tu sais. Je veux dire, les centres jeunesse, c'est pas ce qui m'a donné de l'amour. La famille d'accueil en tant que telle, c'est pas eux qui m'ont donné de l'amour. La première, oui, quand même, mais c'était pas de l'amour inconditionnel. C'était comme, il y avait un gros trou, là, tu sais, genre vraiment, puis paf, bang, je tombe en amour, man. J'étais comme, wow, c'est ça être aimé, c'est ça aimer, c'est génial, c'est ça que je veux finalement, tu sais. Puis j'étais prête à vraiment faire des efforts, tout ça, malgré que je tenais avec des gars qui vendaient du pot à ce moment-là, tu sais. Je vivais dans un trap house parce que ma mère, à l'âge de 18 ans, était à Châteauguay. J'étais un peu allé à Châteauguay, mais moi, ma vie était pas là-bas. Non. Fait que j'étais revenu à Laval dans des mauvaises fréquentations. Fallait que tu fasses de l'argent, fallait que tu vives. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'était un trap house. Un trap house, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des pousses de pot puis c'est de la vente de pot. Tu sais, c'est encore du petit crime, c'est pas quelque chose de fou, là, tu sais. J'aurais pu prendre un petit peu de temps pour ça, mais pas rien de trop fou. Mais finalement, tu sais, à force de... Là, je rencontre une fille, tout ça, tu sais, ça, c'était pendant que je suis en fugue aussi. Ouais. C'était comme c'était rock'n'roll, là, quand même, là. J'étais comme dans un monde assez rock'n'roll, puis cette fille-là, mais je me suis attaché après, puis genre, finalement, on a été 8 mois ensemble. Sa mère, moi, à l'âge de 18 ans, j'ai pas vraiment de domicile, je veux pas retourner. Elle habite à Montréal, moi, ça me convient, mes amis sont proches. Est-ce que tu veux venir vivre à la maison? Ben oui, c'est sûr que oui. Fait que là, tu sais, je commence à être vraiment aimer cette femme-là, puis on développe vraiment des sentiments. Puis bizarrement, moi, je pose pas trop de questions. Elle me dit, moi, à la fin de semaine, je m'en vais vendre du pot à Saint-Jérôme, tu sais. OK, fait qu'elle est un peu dans les mêmes activités que toi, mais, là.
Comme c'était un gros mensonge. Parce que, ouais, cette fille-là m'a extrêmement détruit. Puis ça l'a créé encore plus un monstre parce que pour une fois que je faisais confiance, pour une fois que j'avais l'amour, mais cette fille-là elle me disait, la fin de semaine, ben, moi, je m'en vais vendre du pot avec mon ami. Puis, tu sais, moi, je posais pas plus de questions que ça. Puis j'étais comme, ben, tu sais, fais ce que tu veux de ta vie, tu sais, je ramène l'argent si tu veux. Moi aussi, je vais aller passer un peu de temps avec mes amis la fin de semaine. On va se retrouver, puis on va passer une belle semaine ensemble, tu sais. Puis, finalement, le temps avance, puis je remarque que finalement, la fille, elle vend pas du pot, elle vend son corps. Ouais, ça m'a fait mal. Tu sais, je m'attache à une personne qui m'aime, puis je peux pas décrire les émotions. C'était vraiment trop plein d'émotions à ce moment-là. C'était comme un échec. C'était comme, tu sais, je me sentais comme revivre. C'était comme une renaissance, ce genre de mode de vie-là. Puis comme genre tu viens de me casser les deux jambes, là, genre bien raide, là, genre vraiment, je me suis vraiment attaché à cette personne-là. Tu retombais encore aussi bas, là, dans les émotions, dans la trahison. Puis sa mère, le savais-tu qu'elle faisait ça? Non. C'était... Non, c'était comme, tu sais, je veux dire, ça m'en posait pas plus de questions que ça non plus. Là. On avait notre petite vie intime quand même. Là. C'est pour ça que Puis elle t'a amené là parce qu'elle voulait que tu le saches, finalement? Non, ou tu l'as su par la bande? Je l'ai su à un moment donné par, tu sais, genre, mettons, elle répondait à un texte. Puis, tu sais, genre, il y a un message qui avait apparu, genre, une pipe pour 80 à soir, genre. Fait que c'est là que, genre, ça fait comme, pow! Là, comme, tu sais, là j'ai regardé. Puis, ce moment-là, elle m'a dit, tu veux-tu faire de l'argent avec moi? Tu sais, genre, au pire, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, prostituée, toi aussi? Non, mais d'être son pimp, genre. Ouais. OK. Ouais. Puis là, moi, à ce moment-là, j'avais comme pas... Je l'aimais beaucoup. Je l'aurais fait avec d'autres filles, 100% sûr, puis ça s'en vient dans l'histoire, puis j'ai jamais prostitué une fille. Ça, je suis bien content, mais j'ai failli. OK? Dans le fond aussi, fait que là, moi, je l'aimais trop pour entendre qu'elle se fasse baiser par... Tu comprends? Ça m'aurait fait... Fait que j'ai juste crissé mon camp. Puis à ce moment-là, ben là, j'étais allé chez ma tante à Montréal, ici, à Antique, qui est décédée aujourd'hui, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ma marraine. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé. C'est elle qui venait me porter des cigarettes en centre jeunesse. Elle venait me chercher la fin de semaine de temps en temps pour sortir. Mais je t'aime, ma tante. En tout cas... Des fois, on a des anges comme ça. Oui, je suis sûr qu'elle est encore là. Elle doit être ici en ce moment. Là, mais je suis bien content. Puis ça, c'est une personne que j'ai comme un petit peu abusé aussi parce que... la manipulation. Ouais, mais dans le fond, tu sais, elle avait un char, puis elle savait que j'avais pas de permis. Puis là, moi, tu sais, pour faire de la criminalité, avoir un char, c'était comme un gros must. Fait que je me suis fait pogner plein de fois, pas de permis avec son char. Elle allait le chercher à Fourrière, elle revenait, elle me le redonnait. Tu sais, c'était vraiment une tante. Elle était tannante, sûrement, dans sa jeunesse aussi. Tu sais, elle me comprenait avec tout ce que j'avais vécu, mais tu sais, c'était peut-être pas le meilleur choix de me laisser sans véhicule. Mais je le prenais. Puis là, finalement, tu sais, je vivais dans son 3,5 où est-ce que je couchais dans le salon. Puis, tu sais, je revenais à des heures pas possibles. Puis, tu sais, c'était la débauche, l'alcool. C'est là que j'ai commencé la coke qui est venue comme soulager certains... Tu sais, comme quand je te disais que je venais de combler un vide avec l'amour, genre. Ben, avec la coke, puis avec la consommation, puis l'alcool, ben, ça venait comme remplir ce vide-là. Puis spécialement, tu sais, c'est quand même un peu ça que ça fait, là. Tu sais, je l'ai compris avec les années. Quand que tu commences à consommer, essaie d'apprendre à mieux te connaître avant de consommer, de prendre une décision de consommer, parce que si tu te connais pas assez, tu ne sais même pas pourquoi tu consommes. Puis comment ça vient, la coke? As-tu encore des amis, un peu la gang de rue, là? Oui, exactement. Ça vient. Là, tu sais, genre, je traîne sur Jean Talon dans un crack house où est-ce qu'il y a de la prostitution, puis moi, je m'en foutais de la prostitution, tu sais, c'est juste parce que j'aimais vraiment cette fille-là que je l'ai pas faite. Mais des fois, les gars, ils me disaient, OK, garde l'appartement pendant une nuit, on va te payer, nanana. Puis finalement, j'ai rencontré aussi ma femme. C'est quoi se garder l'appartement pendant une nuit, dans le sens que... Ben, le crack house, tu sais, genre, mettons, il y a de la prostitution, toi, tu prends l'argent, tu nous la gardes, on va donner une cote. S'il y a quelqu'un qui veut du crack, tu prends, ou de la coke, il me la prenait, tu sais. Puis moi, à un moment donné, j'étais seul, puis j'ai fait, je vais juste y tester, tu sais, une ligne de coke, tu sais. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça, tu sais. Puis on se le cachera pas, tu sais, on tombe pas dans la consommation parce que c'est pas satisfaisant, tu sais, c'est une pogne, mais tu sais, les problèmes,
ils ont... On continue après. Ouais. Fait que là, t'arrives là. Puis là, la fille, elle, c'est fini, là, dans le sens que tu ça. Puis là, Puis, tu sais, je chill quand même avec mes 2 meilleurs amis que j'ai encore aujourd'hui. Comme ça, c'était pas dans le Crackhouse. J'avais quand même un moment à moi. Puis finalement, on s'en va à la nuit blanche, tout ça. Puis je rencontre une fille à la porte que je danse avec. À 4 heures du matin, on se revoit. Elle me laisse son numéro, ainsi de suite. Puis ça avait coupé là quand même. Puis finalement, tu sais, je retournais au Crackhouse. Je faisais des allers-retours chez mes meilleurs amis. Je retournais au Crackhouse des fois. Puis finalement, les gars, ils me disent, ben là, tu veux faire plus d'argent, il faut vraiment que tu trouves, tu sais, une fille à faire travailler. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon, je vais le faire. Là, je texte ma conjointe qui est aujourd'hui. La maman de 3 de mes enfants. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, bientôt 10. Cette fille-là, je l'ai amenée au restaurant ou je l'amenais, ben, c'était au cinéma la première date. Puis, j'étais supposé d'y passer les mots comme quoi qu'elle pourrait faire de l'argent, qu'elle était belle, ainsi de suite. Donc, tu es en recrutement, là, toi. Ouais. Là, c'est comme ça que ça se passe. Là. Ouais. Tu sais, quand on dit les jeunes femmes, à quel âge à cette époque-là? Elle a 17 ans. Moi, j'en ai comme 18, bientôt 19. Genre. Ça, c'est important d'en parler. Là. Comment, justement, à 16-17 ans, tu peux te faire recruter par un garçon qui est cute, qui t'intéresse? Ouais, c'est la manipulation. Puis, tu sais, il y a une palette d'argent dans mes poches. Tu sais, je l'ai amené magasiner, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est comme... On essaie de les attirer. Puis ça, c'est pour toutes les jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui. Faites attention, parce qu'après ça, ce que vous allez vivre, c'est pas très beau, tu sais. Vous pouvez vous faire battre, tu sais, vous êtes abusé, vous avez des relations sexuelles non voulues aussi, tu sais, c'est grave, là. Puis aujourd'hui, je le réalise, je suis une meilleure personne, mais à ce moment-là, je veux vraiment, tu sais, je veux faire plus d'argent. C'est une proie. Mais je vais t'avouer quelque chose, c'est que je suis arrivé à cette date-là, puis elle était tellement jolie, elle était tellement parfaite. Genre, je connectais émotionnellement avec cette fille-là que j'ai jamais été capable de placer ce mot-là. J'ai jamais été capable de dire, est-ce que tu veux te prostituer ou whatever, puis... Tu pourrais faire plus d'argent, puis... Ouais, non, finalement, je suis tombé en amour, man. Encore une fois, puis là, c'était plus tough que la première fois parce que j'étais vraiment sur mes gardes. Puis cette femme-là, vous allez la voir tout à l'heure, juste aller porter mon enfant à une fête d'amis. Mais c'est une personne exceptionnelle. Puis vous allez le voir en elle. C'est une femme qui m'a supporté, que ce soit dans mon handicap, dans ma criminalité, dans ma consommation. Mais tu sais, moi, je rencontre une fille, puis je suis déjà un peu tout croche dans la vie. Je venais d'avoir mes cartes de construction parce que j'avais fait quand même les démarches, mais je n'étais pas capable de travailler plus qu'une journée. Là. Moi, fait que là, je faisais du crime, je consommais. Même histoire qui se répète, ses parents disent, est-ce que tu veux venir vivre chez nous? Mais là, oui. Tu sais, j'ai pas de place vraiment, je vais avoir une chambre. Puis, on est tombé en amour. Puis elle, tu l'avais rencontrée comment? Ben, c'est ça, la nuit blanche, comme je t'avais dit. OK. Tu sais, une soirée rapide, là, mais tu sais, c'était pas... Puis là, tu dis, hey, elle pourrait être bonne. Mais là, les autres, là, t'avais un travail à faire, là? Ouais, ben, je les ai manipulés aussi un peu, là. Tu sais, genre, j'étais quand même, ouais, donne-moi une couple de mille encore, là. Je m'en vais magasiner avec, ça commence à être ça. Puis, tu sais, les autres, ils savent que c'est de l'argent qui part, mais qui reviennent, là. Fait que, tu sais, ils me donnent un... Ah, mais c'est jamais revenu, là? Non, c'est jamais revenu, mais tu sais, comme j'ai dit, ça n'a pas marché. Puis finalement, tu sais, je me suis vraiment dirigé vers une autre place qui était chez ma femme, qui était quand même... Tu sais, j'étais capable de déconnecter quand même très bien de cette place-là. Moi, oui, parce que je me dis, entrer là-dedans, mais après ça, vouloir en sortir... C'est pas aussi facile. Moi, j'ai des chanceux. Mais, tu sais, je veux dire... J'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie aussi. Ouais. C'est ça qui Non, mais tu sais, à un moment donné, tu connais des choses, Ouais. tu connais des endroits. Tu sais, tu parles d'un crack house. C'est un crack house, les gens peuvent avoir ça à côté de chez eux, puis ils savent pas, là. Le Crack House, c'était Jean Talon Saint-Hubert, celui que j'étais, là, que j'étais un 1, là. C'était un 1, là. Les prostitutions se passaient dans le salon, la cuisine, c'était pour le crack. C'était vraiment... C'est des appartements que les gens louent à des propriétaires qui savent peut-être même pas ce qui se passe en... Non, c'est ça qui s'en colle. Sûrement qu'ils signent le bail sur Messenger, là, tu sais. Ils rencontrent pas les personnes souvent ou des affaires de même. Fait que faites attention si vous habitez dans une place du genre, là, mais, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui circulaient dans cet appartement-là. Puis moi, ça m'a donné vraiment un petit peu le criminel en moi. Je savais comment faire de l'argent, mais je consommais. Tu sais, j'avais commencé à consommer. Facile. Ouais, mais j'avais commencé à consommer, puis la consommation me rendait bien, puis tout ça. Puis malgré que je rencontrais ma femme de ma vie, mais la consommation, elle a vraiment eu des problèmes à long terme, là, tu sais, dans notre couple. Puis finalement, ben, elle est tombée enceinte après comme 7 mois, genre, qu'on est ensemble. Puis là, moi, je suis comme pas prête à avoir un enfant, évidemment. Là, je suis pas placé, j'ai rien, mais finalement, on trouve un appartement pour vivre ensemble.
Puis la consommation, elle a augmenté beaucoup parce qu'à ce moment-là, là, les stress que ça me faisait vivre d'avoir un enfant, je suis pas placé dans la vie, je connais la criminalité, je consomme. Fait que ça a juste fait amplifier de vouloir geler mes émotions. Ces émotions-là que je voulais pas vivre, ben, je les ai comme juste tout le temps gelées, tout le temps gelées, tout le temps gelées, tout le temps gelées. Puis ça fait en sorte que quand ma fille est née, ben, on l'a perdue à l'âge de 7 mois. 7 mois perdus dans le sens qu'elle vous a été enlevée par la DPJ. Oui, mais ils ont donné le choix à ma femme parce que ma femme, elle était drette quand même. Ils ont dit soit que tu laisses ton chum ou soit que tu prends ton enfant puis tu t'en vas. Tu sais. Ma femme, elle a dit j'ai confiance en mon chum. Puis il va s'en sortir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait des efforts. Tu sais, j'ai tout le temps essayé de m'en sortir malgré tout. C'est à cet épisode-là, quand la DPJ ont pris ma fille, mais ils l'ont mis chez ma mère, OK? Parce que ils voyaient que je voulais quand même faire des Parce que efforts. souvent, ils cherchent des tuteurs dans la famille, pas C'est loin. ça. Fait que ma mère, elle l'a hébergé pendant 7 mois, s'en occuper, tout ça. Puis ma fille, elle avait 7 mois. Fait qu'on l'a perdu pendant à peu près 7 mois. Mais moi, j'ai été faire une désintox, j'ai travaillé sur moi, j'avais lâché la cocaïne jusqu'à un certain temps, parce que j'ai fait un certain temps quand même. Puis finalement, on a eu notre fille, on retournait en appartement. Moi, là, j'ai commencé à faire de la fraude, travailler un petit peu plus dans la construction quand même, mais j'étais pas capable de garder des jobs stables vraiment, là. J'avais vraiment beaucoup de difficultés encore à cette époque-là. Puis, finalement, les crimes, ils ont embarqué, nanana. C'est quoi, les crimes, là? T'es rendu à un autre niveau, là? Ouais, je suis rendu à un niveau où est-ce que j'ai compris que dans le crack house, t'appartenais à un certain groupe. Puis moi, de faire alliance que je suis un bleu ou que je suis un rouge ou que j'appartiens à quelqu'un d'autre, c'était pas dans mes plans. Tu sais. Moi, je travaille pour moi. C'est moi qui fais mon argent. Je me mets en danger, mais je vais pas me mettre en danger pour quelqu'un d'autre. Tu sais. C'était plus comme ça que je voyais, moi, ma criminalité, que quand que je suis devenu un petit peu plus vieux, où est-ce que, OK, c'est vraiment pas, genre, si vous m'écoutez aujourd'hui puis que ça arrivait que je vous ai fraudé, parce qu'il y a aussi des arnaques que j'utilisais quand même mon nom pour le faire, puis je vendais des chalets ou, tu sais, je demandais des dépôts, des choses comme ça. C'était pas vrai, des chalets qui t'appartenaient pas, là. Non, carrément pas. Puis il y a aussi des fraudes que j'ai commis. Je suis pas fier de le dire. Je suis vraiment pas fier parce que peut-être qu'en arrière de ce téléphone-là que j'ai volé l'argent, il y en aurait eu besoin pour son bébé, pour sa famille, pour sa mère qui est malade, pour Mais tu sais, quand que tu consommes puis que tu es un criminel, tu penses juste à ta personne, tu t'en crises du monde autour, puis je suis vraiment désolé. Puis aujourd'hui, c'est à quel point j'ai fait un travail sur moi pour dire des paroles comme ça. C'est qu'avant, j'aurais pas dit ça. Là. Avant, j'étais comme, j'ai plein de cash. Tu sais, c'est le fun, mais non, c'est pas ça. C'était quoi les genres d'autres fraudes que tu faisais? C'est pour que les gens puissent reconnaître aussi jusqu'où ça peut aller, les fraudes. Là. Parce que sky is the limit. Là, les cartes, regarde un chalet que tu... Les cartes, des commandes chez moi de plein de choses. Je veux pas trop en parler parce que je veux pas m'incriminer. Parce que j'ai été, dans le fond, j'ai été une seule fois pogné pour un arnaque, OK? Puis, tu sais, je suis en train de payer aussi ma dette en quelque sorte à la société. Oui. Sur TikTok, tu peux aller voir aussi, je nourris des sans-abri. J'ai acheté genre 500 pièces de bouffe. Oui. Puis je fais des beaux gestes, puis je le dis comme, tu sais, on dit qu'on paye notre dette à la société quand on va en prison, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de la payer. Fait que je veux pas trop aller dans les détails de mes crimes que je me suis pas fait prendre, mais il y a eu un arnaque l'hiver passé que j'ai passé en cours pour parce que j'ai été quand même hospitalisé de réadaptation pendant 2 ans avec la justice, qui comprenait que j'étais pas apte à passer en cours maintenant. Mais j'ai été là, je suis comme en probation pendant encore 1 an. J'ai encore des problèmes avec la justice. L'été passé, j'ai été en prison aussi pour alcool au volant. Mais après tout ce que j'ai fait dans ma vie comme crime, je suis vraiment chanceux de m'en avoir sorti d'une telle manière, mais c'est pas pour autant que je veux rester assis là-dessus puis faire OK, je me suis pas fait pogner. Mais moi, d'après moi, j'ai pas encore payé ma dette. Fait que je fais des beaux gestes. Fait que si un jour, je vais peut-être aller redonner dans un organisme un montant d'argent que je fais de l'argent un petit peu sur TikTok, peut-être économiser ça, puis de travailler à devenir comme tu l'as dit dans l'intro, de travailler à devenir une meilleure personne. Parce que c'est pas très beau ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Non. C'est pas très beau, c'est pas, mais
Le meilleur s'en vient. Ouais, le meilleur vraiment. s'en Puis vient. j'ai hâte d'arriver à cette partie-là Ouais. parce que je suis vraiment une meilleure personne. Là. Je veux pas juste mettre l'accent sur le négatif puis dire mais ça fait partie de ma vie. Oui, ça fait partie de ton parcours, puis ça fait en sorte que tu es rendu aujourd'hui justement à être là. Parce que, tu sais, il y a eu des moments où tu as voulu revenir. Puis là, ben, quand tu as eu ta fille, ben, tu n'étais pas prêt à devenir parent. Puis surtout que là, tu as sûrement l'idée dans ta tête du petit garçon qui dit à ta minute, je suis prêt à être un bon père, moi? Quel genre de père? Puis tu sais, là, dans toi, que tes émotions sont là, je vais être capable de les gérer. Puis moi, avec tout ce que j'ai vécu dans la famille d'accueil, j'étais comme, est-ce que je vais vraiment faire vivre ça à ma fille, les familles d'accueil, puis tout ça. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait un peu d'effort pour changer. Mais, tu sais, avec la criminalité, puis dans la consommation, tu vis souvent soit dans le passé ou soit dans le futur. Tu vis jamais dans ton moment présent. Puis ça, c'est vraiment, c'est chaotique parce que soit que tu stresses de ce que tu as fait avec, mettons, j'ai fraudé quelqu'un, je stresse que la personne vient même, je sais pas qui que j'ai fraudé là derrière de l'écran, là, tu comprends? Ça peut être un dangereux, ça peut, tu comprends? Je peux mettre ma famille en danger, fait que je vis dans mon passé ou, OK, là, c'est quand ma prochaine consommation, ben je vis dans le futur. Je suis jamais capable de me poser dans mon moment présent. Qu'est-ce que je vais faire pour être capable de consommer, puis aller faire ma ligne, puis... Exactement, parce que là, tu sais, oui, j'ai fait des efforts, mais je suis retombé pas longtemps après parce que, dans le fond, ma femme retombe enceinte. Mais moi, j'ai eu des accusations pour voie de fait, en tout cas séquestration. Puis, à place de me mettre en prison pendant 1 an, ils m'ont mis en 24 heures sur 24. C'est une probation à la maison. C'est de l'emprisonnement à la maison. Ils t'appellent, ils viennent voir si t'es là. Puis, à ce moment-là, mais ma femme, elle accouche. Puis, je suis à court de moyens. Tu sais, je me connais pas encore. Je suis pas encore capable de gérer des stress de pleurs à long terme, puis de pas pouvoir les prendre de marche pour m'évader. Puis, fait que finalement, la consommation est revenue en tabarnak. Je vais pas le cacher, là, elle est revenue quand même assez solide. Puis, c'était une façon pour moi de m'évader émotivement, dans ma tête. De geler tes émotions. Exactement. Puis, finalement, ben, ma femme n'a pas fait la même erreur. Je la remercie aujourd'hui d'avoir pris cette décision-là. Elle a pris les 2 enfants, OK, le bébé, puis Alice, puis elle a dit, on décalisse. Tu veux consommer? Tu vas consommer seul, mon homme. Puis ça a été une grosse déchéance parce que là, j'étais dans ma solitude. Je faisais plus de fraude. Il y avait comme la vente aussi par-ci par-là pour pouvoir consommer. J'étais pas Pablo Escobar, là. Mais tu sais, pour consommer, j'étais prête à faire qu'est-ce qu'il fallait faire. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça avait plus d'allure, la maison, l'appartement, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse comme appartement à la fin, là. Puis là, ma Tu femme... le payes, cet appartement-là aussi? Ouais, mais à ce moment-là, je m'en colissais, tu sais. Genre, c'était moi, ma personne. Non, tu payais pas. Non, c'est ça. Fait que j'ai eu ma blonde qui est venue cogner à la maison, puis elle me dit là, on était encore ensemble, on s'appelait, puis on s'aimait encore, mais elle pouvait pas être avec moi. Puis là, elle m'a dit, tu fais un choix. C'est moi, les enfants, ou c'est toi, puis c'est fini, là. Genre, comme, si tu choisis toi, c'est correct, t'as le droit. Mais moi, je serais plus partie de ta vie avec les enfants. Puis ça m'a fait réaliser, puis je suis allé faire une thérapie à Pierre-Pelle ado. OK. Puis j'ai réussi à faire ma thérapie, mais en sortant, j'ai reconsommé du cannabis tout de suite après. Mais ça reste que quand tu fais une thérapie ou quand tu fais quelque chose, c'est un cheminement, puis c'est un apprentissage. Tu apprends tout le temps quelque chose, OK? Même si t'es pas parfait, même si tu rechutes, mais au moins, t'as appris quelque chose. Ce temps-là, tu t'es investi sur toi positivement. Fait que tu ressors gagnant, t'as des outils quand même que, OK, tu les connais, les outils, mais est-ce que ça veut dire que tu vas les utiliser à ce moment-là? Peut-être pas, mais ça te donne des connaissances. Puis moi, j'encourage tous les consommateurs à tout le temps de pas vivre dans l'échec. Si jamais tu as essayé quelque chose puis que ça n'a pas marché, dis-toi que tu sors tout le temps plus gagnant. Tu sais, c'est tout le temps un acquis, c'est tout le temps quelque chose qui va faire en sorte que tu t'améliores. Puis moi, ça a été un long processus avant que je devienne drette puis que je sois capable d'avoir les yeux blancs, là, tu sais. C'est fou, là. Mais bon, fait que là, on continue dans mon parcours. Là, je m'en vais faire la thérapie, ça marche pas à 100%, mais c'est correct. Finalement, je recommence à consommer de la cocaïne, mais
irrégulièrement pour une fois dans ma vie. Occasionnel. Ouais, j'étais comme une fois par semaine, des fois 2 fois par mois, des fois, ça dépendait, mais c'était souvent quand les enfants ils étaient pas à la maison avec ma femme qui travaillait. Moi, là, j'avais recommencé à travailler dans la construction, j'étais plus sérieux. Tu faisais plus d'argent. Ouais, j'étais plus sérieux. Non, ben, je faisais moins d'argent que Yeah. dans Oh, ouais, dans le crime. Ouais, mais c'est pas grave. J'étais prête à... Tu sais, j'en faisais encore un peu, mais... Puis on arrive à mon accident. Ça a duré comme... peut-être 2-3 ans comme ça, là, de In and out, stabilité, instabilité un peu, si tu veux, mais j'étais capable de garder l'appartement, ma fille allait à l'école, mon garçon était à la garderie, j'avais une bonne relation avec ma femme, puis finalement, il est arrivé quelque chose de vraiment grave avec la cocaïne. Le 19 juin 2024, je décide de consommer une ligne de coke. Puis ça, je dis que c'est de la coke parce que c'est ce que j'avais commandé, mais c'était pas mélangé avec juste de la coke, là. En tout cas, fait que je consomme ma ligne de coke, je perds les moyens, j'ai fait des psychoses sans arrêt dans ma vie, tu sais, genre vraiment, là, à chaque fois que je consommais, c'était des psychoses. Ça, c'était pas une psychose, je me souviens plus de rien. Je me suis réveillé 3 semaines plus tard dans le coma artificiel parce qu'ils m'ont placé dans un coma artificiel. Mais je vais vous expliquer, moi je me rappelle plus de rien, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que les rapports de police étaient écrits, puis qu'est-ce que ma femme me contait aussi, c'est que chez moi, je me claque une ligne, ça je m'en souviens. Ça, je m'en souviens de ma ligne, mais après ça, je me souviens plus de rien. J'ai éclaté les fenêtres de chez moi à coups d'objets, à coups de coude, à coups de poing, whatever, nomme it, il y avait plus de fenêtres. Puis je me suis pitché du deuxième sur le balcon, puis finalement, je courais, il faisait 40 degrés, puis j'ai perdu complètement la carte, j'ai tombé en pleine face sur le trottoir. Premier arrêt cardiaque. Les policiers ont sûrement avaient été appelés par les voisins en bas qui t'entendaient bidding, 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 bidding. Fait que finalement, tu sais, ils étaient sûrement déjà en route pendant que je courais puis que j'ai fait mon arrêt cardiaque. Dieu merci. Ils ont réussi à me sauver. Ils m'ont réanimé. Ils m'ont placé dans l'ambulance. Je suis mort une deuxième fois dans l'ambulance. Ça, c'est en dedans de même pas que 3-4 minutes, là. Rendu à l'hôpital, en dedans de 20 minutes, je venais de refaire une 3e arrêt cardiaque. Puis, à ce moment-là, les médecins ils ont dit on le met dans un coma artificiel. Dans le coma artificiel, ils ont remarqué que mon foie puis mon rein ne fonctionnaient plus. Ma peau commençait à fondre. Je ne sais pas si je peux le montrer à la caméra. Là. Est-ce que tu es à l'aise, Claudine, de monter mon épaule? Oui, ça ne tente pas d'enlever mon chandail, mais check si tu peux monter mon épaule jusqu'à mon épaule, jusqu'en haut, pour montrer à la caméra. Oh là là! Regardez ça. Ça, là, c'est les symptômes du crocodile drugs. Je peux même vous montrer. Regardez ma jambe ici. Je sais pas si vous le voyez. Là. Ah, tout ça ici, là. Oui, tout nécrosé. Ça, c'est toutes des grèves de la peau. C'est toutes les grèves de la peau qui ont fait dans le fond, la cocaïne était mélangée avec... ils soupçonnent, ils disent pas 100%, mais allez voir des documentaires sur le crocodile drugs, puis vous allez voir, c'est beaucoup aux États-Unis, puis c'est les mêmes symptômes que j'ai eu, genre vraiment partir à courir pour aucune raison, le cœur qui s'arrête, la peau qui fonde. Fait que finalement, 3 semaines plus tard, ils ont essayé des dialyses, ils ont fait... côté médical, ma blonde va sûrement pouvoir t'en dire un peu plus parce qu'elle était là à tous les jours. Cette femme-là, elle est exceptionnelle. C'est grâce à elle que je deviens un meilleur homme aujourd'hui. Puis je te remercie. T'es pas encore là, mais tu sais à quel point je t'aime, mon amour. Tu sais, t'es vraiment exceptionnel. Dans ma vie, t'es la personne la plus importante avec mes enfants. Puis tu me fais du bien. Tu sais, merci d'être encore là. Puis la journée que je t'ai regardé puis que j'ai réalisé que j'avais été amputé les 2 mains à cause du crocodile drug, de la peau qui fondait, ils ont dû m'amputer les 2 mains à cause de ça. Puis j'ai regardé ma femme dans les yeux puis j'ai dit, là, c'est assez. Là. T'en as assez vécu. Là. Décalisse, va-t'en, sois heureuse, va-t'en. Si je suis un gars à problème, man, là, je suis handicapé, c'est quoi? Tu vas me nourrir toute ma vie, c'est pas vrai. Va-t'en, décalisse, sois heureuse. Elle m'a regardé dans les yeux à l'hôpital, puis elle m'a dit, je t'aime. C'est toi que j'aime. Je vais en continuer de me battre pour toi, mais il faut que tu continues à te battre. J'ai fait, aïe, j'ai dit, je suis pas sûr, B. J'ai dit, t'es exceptionnel, mais Chris, va-t'en, sois heureuse, man. Est-ce que tu es bien vraiment avec moi, avec tout ce que tu as vécu? Elle a dit oui, tu es une personne exceptionnelle. Je connais ton intérieur, tu es une personne exceptionnelle. Tu es un père de famille qui est lucide, qui est tellement exceptionnel. Comme je veux pas te perdre, mais j'ai dit ouais, mais B. Chris, t'en as vécu, là. On s'entend, là, elle n'est pas une consommatrice, c'est pas une criminelle, mais avec tout ce que je t'ai compté, là, rapidement de ce qu'on a vécu ensemble, c'est comme, ouais. C'est une sauveuse. Ouais, vraiment. Puis je l'aime beaucoup.
Elle compte énormément aujourd'hui pour moi. Puis elle a tout le temps compté parce que notre relation, elle a tout le temps bien été. J'ai tout le temps pris soin de cette La fille-là. violence que tu as vécue chez ton père, ça n'a jamais sorti dans tes relations? Jamais. Ça, c'est quelque chose Jamais. que tu t'es jamais permis de faire. Non, j'ai jamais été violent avec ma femme. La personne que j'étais violent avec qui? C'était avec moi. C'est moi qui se détruisais. C'est moi qui se faisais du mal avec la consommation. Mais là, vous allez rester assez surpris de ce que je vais vous dire parce que là, j'étais à l'hôpital, j'ai les soins. Ça m'a pris au moins, là, je te dirais, 1 mois et demi là, pour réapprendre à marcher quand je suis sorti du coma artificiel. Parce que t'es comme ça, t'es gavé, t'as plus de muscles, je t'ai rendu mince. Il y a des images sur mon TikTok, si vous voulez aller voir de comment j'étais malade. Puis tu vois même une photo là, de mon épaule qui est encore... Je suis dans le coma, là, puis il n'y a rien de tout ça. Là. C'était pas encore fondu, c'était rouge, là, mais c'était pas fondu encore. Puis là, tu l'as vu que ça a fondu en tabarnak. Puis vous allez rester assez surpris parce que moi, j'ai fait mes... Après l'hôpital, les médecins viennent me voir puis ils me disent, là, Jérémy, puis j'en parlais pas à personne. Ils m'ont dit, si tu consommes de la drogue dure, tu vas mourir. Genre, il suffit d'une fois, là, la prochaine fois, tu peux mourir. Puis moi, je voulais pas en parler à ma femme, je voulais pas en parler à ma famille, je voulais pas en parler aux médecins. Mais dans ma tête, c'est ça que je voulais, là. C'était plus de main. J'ai comme, tu sais, on dirait qu'il n'y avait plus rien de possible à ce moment-là. Puis je voulais abandonner. C'est ça qu'il faut que je fasse pour mourir, juste une autre ligne. Regarde, ça sera pas long. C'est ça. Puis j'avais pas le courage de mettre une corde au cou, moi, puis de faire souffrir de cette manière-là. Puis finalement, mais quand je suis allé en réadaptation, j'étais à Côte-des-Neiges. Puis là, je suis tombé dans le crack, je suis tombé dans j'ai consommé, là, Claudine. Là, après ça? Après ça, je voulais me tuer. C'est ça que je voulais. C'était pas consommer parce que je voulais oublier, là. C'était consommer parce que je veux me tuer. Tu t'étais rendu trop loin pour toi. Oui, c'est ça. Puis j'étais pas prête à vivre sans mes mains, mais c'était crissement lâche. C'était crissement lâche d'avoir cette idée-là parce que ma femme, là, ben, elle a 2 enfants, là, à ce moment-là. Là, on a eu notre 3e, là. Mais ça, en tout cas, je reviens parce que là, je vois bien, c'est encore plus exceptionnel. Mais Chris, genre, je veux dire, ma femme, je les aurais laissés tout seuls, les enfants, avec ma femme, puis t'as pas de père. Justement, elle vient d'arriver avec bébé. On va la recevoir tantôt. Puis c'est ça. Fait que finalement, je suis retombé dans la consommation, puis tout ça, puis je voulais mourir. Puis, mais finalement, après 2-3 mois là, de consommation que ma femme ne savait pas, personne ne savait, mais j'avais des idées suicidaires. J'étais atteint, ma santé mentale était quand même atteinte. Oui, c'est vrai. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Je voyais qu'il n'y avait rien de possible. Moi, là, aujourd'hui, je fais de la pâte à pizza, je fais de la cuisine, mais dans ce moment-là, là, je pensais même pas que j'étais capable d'aller aux toilettes tout seul. Juste aller faire pipi, mettons, là, je pensais que j'aurais pas été capable de m'habiller, de si. Fait que finalement, ben, ça a fait comme... J'ai regardé au ciel à un moment donné, puis là, j'ai dit, là, Jérémy, t'as 2 choix, man. Soit que tu t'enlèves la vie là. Peu importe la manière que tu l'utilises, tu le fais là, mais c'est là. Puis si t'as un 2e choix, mon Dieu, puis c'est là aussi, là. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 4 heures, c'est là. Ben, t'appelles quelqu'un pour de l'aide. Puis j'ai appelé quelqu'un pour de l'aide, puis ça a été une thérapie. Puis la thérapie à Carignan, à Trois-Rivières, une des plus dures du Québec. Je pourrais dire que c'est la plus dure. Puis c'est comportemental, ça reflète tes comportements. Moi, j'ai tout le temps eu des mauvais comportements. Cette thérapie-là m'a rentré dedans, puis je leur ai dit, moi, c'est soit là que tu me prends, ou ça se peut qu'il arrive quelque chose de vraiment bad, tu comprends? Puis ils m'ont pris. Ils m'ont pris comme ça n'a pas été long, là. Ils m'ont donné 1 semaine, là, puis ils m'ont dit, tu t'en viens telle date, là. Fait que j'ai fait, OK, c'est beau, je m'en viens. Puis j'ai été me faire aider. Puis depuis ce temps-là, je vais tellement mieux. Je suis capable d'affronter la vie comme qu'elle est, puis de me dire que oui, je suis handicapé, mais plus jamais que je vais me laisser abandonner. Puis je me suis fait cette promesse-là. Hein. J'ai dit, si tu choisis de ne pas abandonner puis de ne pas le faire, tu retournes plus en arrière. Là. Genre, tu retournes plus en arrière, puis c'est ce que je suis en train de faire. Puis en ce moment, je suis en train de prouver à mes enfants puis à ma femme quel genre de guerrier que je suis. Tu as le droit de tomber dans la vie, tu as le droit de faire des erreurs. Mais quand que tu te relèves puis que tu continues à te battre au quotidien, il y a tellement des belles choses qui s'en viennent pour toi. Il y a tellement des belles choses qui s'en viennent pour toi. Moi, c'est incroyable ce que la vie est en train de faire avec moi. Ça fait 4 mois que j'ai mon TikTok. J'ai 16 000 abonnés. C'est pas énorme. Tu as une nouvelle communauté. T'as ta famille à la maison, mais tu as une famille virtuelle. De tous les bords, tous les côtés.
cet amour-là que j'ai pas eu pendant ma jeunesse, mais est tellement multiplié par 90 000 en ce moment, je veux rien changer. Puis quand que je te dis que j'ai échangé mes mains contre le bonheur, c'est cave à dire, mais tu me donnerais le choix de retourner en arrière. Cette journée-là, le 19 juin 2024, OK, ça fait 2 ans hier, là. C'est une journée très, très, très significative. Tu l'aimes recevoir hier, mais je pouvais pas à cause que j'ai recommencé à travailler. Je travaille comme signaleur routier avec mon handicap. Mais... C'est tellement, tu sais, je sais que tu es sur l'animaux, tu sais, signaleur routier, il n'y a pas de main. Ouais, c'est vrai. Non, c'est les baguettes. Mais j'ai des prothèses à adapter aussi. Oui. Il y a aussi sur mon TikTok, tu sais, des bonnes blagues là-dessus, puis j'ai envie de t'en raconter une. Puis mon boss, il arrive l'autre fois, puis il me dit « ôte-toi les doigts dans le nez. » Mais moignon donc, voir qu'il me dit ça, tabarnak. Ben anyway, il ne pourra jamais me taper ses doigts. J'ai vraiment réappris à vivre avec cet handicap-là, puis à devenir un humain exceptionnel. Je suis pas encore parfait, puis je le serai jamais parfait. Mais atteindre une sobriété dans une vie, là, c'est difficile. C'est pas facile. Mais je vais y arriver, Chris. As-tu encore des goûts? Des goûts de consommer? Oui. Ça va rester toute ma crise de vie. C'est un combat à vie. Mais je suis suivi par mon intervenant toxico. J'ai ma femme exceptionnelle que je suis capable de m'ouvrir à elle sur mes émotions. Avant, c'est pas ce que je faisais. Je gardais mes émotions. Si je vivais un stress, j'en parlais pas. Si je vivais de la peine, j'en parlais pas. Si j'étais heureux, j'en parlais pas. Ben aujourd'hui, ma femme, c'est comme... Bébé, je viens d'avoir un petit craving, tu sais. Puis là, je travaille sur moi. Comme dernièrement, tu sais... Je me demandais pourquoi que j'avais plus envie de fumer du cannabis. C'est que souvent, je recommence à travailler, je fais quand même des gros chiffres, je suis occupé. Non, c'est vraiment juste que j'ai moins de temps pour moi. Tu sais, avant, ça me permet de relaxer puis d'être dans ma bulle. Puis aujourd'hui, j'utilise plus la consommation comme une béquille. Fait que de réapprendre tout ça, c'est normal quand ça fait pas tellement longtemps que tu consommes plus puis que tu as des nouveaux défis. Puis, tu sais, j'aime ça de parler de la consommation parce que je la connais quand même bien. Puis aujourd'hui, j'ai quand même, tu sais, beaucoup de vécu avec la consommation. Puis j'apprends à me connaître de jour en jour. Puis je te dis, comme d'avoir travaillé, je me lève à 5 heures, j'arrive chez nous, je fais des gros chiffres. Fait que j'arrive chez nous, il est 6h30. J'ai pas beaucoup le temps de voir mes enfants, mais je choupe avec eux, je leur donne leur bain rapidement, j'aide à ma femme. Après ça, les autres s'en vont se coucher. Après ça, moi, il me reste quoi, une demi-heure parce que je suis brûlé. Je m'en vais me coucher. Puis là, le lendemain, ça recommence. Puis là, tu sais, avec la famille, la fin de semaine, tu sais, c'est souvent s'occuper des enfants. Mais t'as plus beaucoup de temps pour toi. Puis ça, c'est important. Ouais, c'est important. D'apprendre à se connaître. Puis moi, je me connais bien. Puis c'est un mécanisme de rechute. Puis ça, c'est important pour moi d'avoir du temps, que ça soit il y a 2 heures, d'aller marcher seul dans ma bulle. Sans consommer. Sans consommer. Mais du temps pour toi. Mais du temps pour moi positif. Puis ça, je le comprends aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je deviens de plus en plus fort, Claudine. C'est immense. C'est immense. Je suis fier de moi, Chris. Puis j'ai le droit de me regarder dans le miroir et de me dire, Chris, je suis fier de moi. Puis c'est pas facile parce que moi, je vis avec une réalité à tous les jours que j'ai plus de main. Puis que je me débrouille. Puis que oui, que faire une tâche parmi tant d'autres qui est plus longue, plus difficile, qui prend un petit peu plus d'adaptation. Des fois, je réfléchis à la manière que je dois le faire. Fait que c'est quand même beaucoup d'énergie dans une semaine avec mon handicap, en plus d'arrêter de consommer, en plus de travailler, en plus de m'occuper de ma famille. Mais, sais-tu quoi? Je suis bien là-dedans. Je suis heureux là-dedans. Puis j'aimerais vraiment vous présenter quelqu'un. Oui, inquiète-toi pas qu'on va la recevoir. Là, elle veut la recevoir. Moi, je veux te demander, parce que tu l'as un peu effleuré tantôt, tu disais, ben, tu sais, justement, tu sais, j'avais ma marraine qui me prêtait son auto, puis elle savait que, puis, tu sais, que elle me prêtait son auto, mais je savais que j'avais pas permis, puis tout ça, tu sais. Je me dis, avec le recul, les adultes qui t'ont entouré, que ce soit ta mère, on sait que c'est, ou ta marraine, mettons, tu sais, des adultes qui est un petit peu plus... Est-ce que tu aurais aimé... Parce que des fois, il y a des adultes qui vont dire « Ah, c'est juste du cannabis. Oh, regarde, que jeunesse se passe. Que Ils feront leurs expériences. » Toi, là, mettons que tu aurais eu une mère crackpot comme moi, là. Tu sais, moi, j'en ai des enfants, là. C'est sûr que moi... Tes mauvaises fréquentations, là, disons que ça aurait été clair que tu n'aurais pas été le candidat idéal pour que tu deviennes leur ami, là, parce qu'il m'aurait eu sur leur route, là,
anytime. Ouais. Bon, j'ai le privilège de pouvoir le faire parce que, tu sais, une maman qui est monoparentale, qui travaille à temps plein, elle peut pas, comme je dis, traquer, là, mais, tu sais, parce que moi, mon regard, puis tu vas être capable de me le dire, parce que tu as été là-dedans, justement, dans la criminalité, mais qu'on peut dire, c'est grave, mais dans le début, là, tu sais, on est mineur, on commence à recruter, etc., les jeunes filles, la prostitution, etc., l'argent facile, on devient un peu, tu sais, t'es en bas de l'échelle, toi, dans ta criminalité, là. Oui, j'étais pas un gros criminel. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça commence, là. T'aurais pu, là, t'en aller plus loin. T'étais bien parti, là. T'avais commencé à monter l'échelle. Ce que j'ai envie de te répondre, c'est qu'il y a eu un gros manque d'encadrement. De faire une différence entre le bien et le mal, je l'avais pas nécessairement. Oui, je le savais que c'était pas bien, mais d'avoir eu des conséquences à l'immédiat, comme moi je suis avec mes enfants. Tu sais, ma fille, dernièrement, elle sait qu'elle change d'école. C'est quand même... Je peux comprendre, c'est difficile pour elle, mais tu sais qu'elle a traité son professeur de caca. Puis, tu sais, pour moi, ça passe pas. C'est dès son âge, là, elle a 7 ans, là, ma fille, ça s'en va sur ses 8 ans, mais ça passe pas. Là, Alice, tu viens de vraiment franchir une ligne que tu n'aurais pas dû. Lettre d'excuse, dodoto pendant 6 jours. 6 jours, des dodoto à 6h30, t'es couché, ton frère, lui, a le droit d'écouter. Mais pendant ce temps-là, elle réfléchit, puis elle sait que si elle fait ce genre de geste-là, si elle dépasse cette ligne-là, eh bien, je vais être pénalisé. Je vais faire quelque chose que j'aime pas. Puis toi, tu donnes un encadrement que t'as pas eu, là. Exactement, parce que moi, je l'ai pas eu, cet encadrement-là. Comme ma mère, elle a essayé, mais c'était loin d'être autoritaire. On peut pas donner ce qu'on n'a pas, puis les outils qu'on n'a pas, puis ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, je me dis, c'est ça, tu sais, l'encadrement. Moi, j'ai vu aussi des parents qui étaient au courant que leur enfant consommait, puis disaient, oh, c'est juste du cannabis. Ouais, mais c'est parce que ça commence de même, tu sais. Ma mère n'était pas d'accord plus que ça. Ça, non, tu sais, c'était pas elle qui m'encourageait, puis tout ça, puis elle a essayé de tout faire, mais tu sais, c'était dans ma tête, là. Moi, c'était... De toute façon... Quand la personne veut rien savoir, elle veut rien savoir. Non, mais de toute façon, tu sais, même si ma mère me disait quelque chose, tu sais, j'ai pas eu de père qui a fait en sorte que si j'écoute pas ma mère, mais je vais avoir telle conséquence. Aujourd'hui... Qui va te chercher par le fond de culotte dans le parc ou dans la... Puis moi, je m'en foutrais. Ça serait ma fille qui aurait ce genre de comportement-là. Moi, mes enfants, je veux pas qu'ils marchent... Aujourd'hui, maintenant que je vois bien, parce que je veux pas qu'ils marchent dans mes souliers. Puis c'est bien correct de même. Moi, j'ai du vécu, puis ils vont le savoir, mon vécu, mais ils vont avoir une discussion avec papa, puis papa, il est très... Maman a un rôle, papa a un rôle aujourd'hui. Moi, mon rôle, c'est peut-être beaucoup plus pour m'amuser aussi avec mes enfants. J'aime ça aller jouer dehors, me tirailler avec eux. Il y a cette partie-là, mais ma partie est vraiment plus importante, celui qui encadre les règlements à la maison, celui qui est vraiment plus autoritaire. Tu sais, maman, elle a l'affection plus, mais il y a... Ben, tu sais qu'est-ce qui peut les attendre s'ils commencent à prendre le même chemin que toi. Puis toi, les drapeaux rouges, tu vas les voir, là. Tu vas les voir encore plus qu'un parent, des fois, qui peut dormir un peu au gaz. Sa jeunesse, puis voyons donc, ça se passe pas dans notre quartier, puis c'est un bon ami, tu sais. Puis tu sais, moi, il y a une chose aussi qui, en tant que mère, puis je trouve ça beau, mais que moi, j'aurais pas accepté, c'est qu'à 2 reprises, tu sais, les parents de tes conjoints, de tes blondes, ils étaient prêts à t'accueillir chez eux. Ouais. Puis ils devaient savoir que tu étais un petit peu... Ils savaient-tu que tu étais... Je jouais la belle carte. OK, tu jouais la belle carte. Ouais, ils savaient pas que tu étais un petit bum. Construction, bien parfait. Ils savaient pas quel gars que tu étais. Mais sauf que quand j'étais là, puis que, tu sais, je pouvais jouer ma game parce que Gracia, dans le fond, je l'ai tout le temps traité comme je la traite, tu comprends? Je l'ai tout le temps bien traité. Fait qu'eux autres, c'est un gars qui prend soin de ma fille. Donc, puis ça, c'est important de savoir ça en tant que parent, de dire, regarde, t'as un jeune homme, il a l'air super fin, il traite bien ta fille. Tu dis, hey, c'est le fun, c'est un bon petit gars, c'est un bon petit gars. Ben oui, c'est parce que la première rencontre, là, son premier objectif, c'est de la faire prostituer mineure. Chris, c'est ça. Tu comprends-tu? C'est un peu ça pareil, là. Mais c'était ça. Faut vraiment vérifier. Puis, ça, c'est mon rôle de mon podcast, de dire, OK, il y a un vécu. Mais, tu sais, aller plus loin, les parents, là, tu sais, c'est un bon petit gars, puis là, c'est le fun, parce que là, ben, on a un peu plus de temps libre. Notre fille a 17-18 ans, ça a l'air d'être un bon petit gars. Parce que, moi, c'est sûr que j'ai les yeux pas mal. Ben, je dis pas que j'aurais tout dessus, là, mais... T'aurais fait plus de vérification, puis t'aurais attendu un petit peu plus longtemps. Moi, t'aurais pas couché. T'aurais pas. Non. Moi, c'est sûr que j'aurais gardé safe. À l'inverse, moi aussi, ma fille, ça va être... Parce qu'à un moment donné,
tu peux pas dire à ta fille de 17-18 ans qui fréquentait, tu sais, mais tu peux savoir qui rentre chez vous, par exemple. C'est qui va être chez vous. Puis, tu sais, puis encore là, ça peut virer de tout bord, de tout côté, parce que ta fille, elle va dire, ouais, je m'en vais, puis elle se retrouve dans. Fait qu'il faut pas garder le compte, faut pas couper le contact avec son enfant non plus. Avec son adolescent, faut pas couper le contact, mais faut mettre des barrières, tu sais. Puis tu sais, t'es la preuve vivante, puis c'est correct parce que l'histoire se termine bien. Tu sais, pour le moment, ça va bien, elle est restée. Tu sais, à quelque part, je t'aurais dit, je pense à la jeune fille de 17 ans, elle aurait dû partir. Elle aurait même pas dû tomber enceinte. Non, tu sais, la mère qui parle, tu comprends? Parce que ça se termine comme ça se termine. Pour vous autres, c'est une parmi, tu sais, une sur 1 million 100 000. Je suis chanceux d'avoir repris le bon chemin parce que ça passait proche que ça puisse être encore plus l'enfer puis que Gracia a vivre des conséquences très graves. Oui. Puis moi, j'ai jamais été violent puis j'ai tout le temps pris soin de Gracia, mais c'est mes choix qui auraient pu la mettre en danger avec les fréquentations. Ben oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui arrive, tu nous as volé, tu nous as menti, la pogne, tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses possibles puis on se le cachera pas. Puis faites attention. Mais je vais le dire quelque chose, mes beaux-parents, les parents de ma femme sont exceptionnels parce que ils ont quand même, tu sais, ils sont pas caves, là, à un moment donné, ils se sont ouverts les yeux, quel genre de personne que j'étais, là. Quand on a perdu notre fille, en partant, OK, on se pose, on le sait un peu plus, mais ils ont tout le temps travaillé avec moi pour m'aider, puis j'en suis très reconnaissant. Parce que ça aussi, tu sais, moi, je te dis pas que mon côté, ça aurait été de... Mais c'est sûr que là, il y avait un petit enfant qui était là-dedans, qui avait un père, puis tout ça, mais... Tu sais, t'en as d'autres qui auraient dit, non, lui, on s'en va en cours, puis plus jamais il va revoir cet enfant-là. Là, c'est fini. Là, il sera pas dans la vie de ma fille. Peut-être que ça aurait été plus mon profil. Puis je salue des beaux-parents. Là. Je te dis pas que ma façon à moi... Puis c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes encore ensemble, puis que vous avez de l'espoir ensemble, tout ça. Puis, tu sais, parce que je dis pas que ma façon à moi aurait été mieux. Là. Peut-être que vous seriez possiblement plus ensemble, tu comprends? On est à éducation famille. Puis ça, c'est vraiment un point super important. Là, je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, si ça aurait été l'inverse, que ça aurait été moi, que ma fille, elle va grandir à un moment donné, tu peux être sûr que moi, je vais avoir bien plus de questionnements. Je vais vraiment, vraiment vérifier. Puis je vais expliquer aussi, tu sais, à ma fille que ça dépend, tu sais, genre, est-ce que tu veux vraiment avoir un enfant? Est-ce que vous êtes stable? Est-ce qu'il y a plusieurs choses qui vont faire en facteur? Est-ce que tu es vraiment prête à avoir un enfant? Parce que papa, il y en a eu un, il t'a eu au début. Puis ça s'est pas passé, c'est pas magique un enfant. Là. Ça vient pas avec un guide, là. C'est pas aussi facile qu'on pense. Mais, tu peux lui dire, là, si ta pogne à fumer un joint avec ses amis, ça veut dire, regarde où est-ce que ça peut mener un joint, là. Ça commence ma fille, elle rentre au secondaire, là, papa, il y a une petite discussion avec là, de consommation. Là. Ça commence par le pot, ça commence par l'alcool. C'est bien le fun. Ouais. Jusqu'à temps que t'es plus capable de t'en sortir puis que là, t'as besoin de consommer. Quand t'as besoin de consommer, mais tu fais des mauvais choix, comme moi. Parce que c'est ça que je disais aux parents. Moi, ils disaient, mais c'est juste de l'herbe. Je dis, écoute, ça commence de même. Puis ça tente-tu vraiment de jouer au dé avec l'avenir de ton ado puis que toi, t'entérines ça puis tu dis, tu sais, on a fumé, nous autres, de l'herbe. Mais l'herbe, dans notre temps, là... C'était pas le même pourcentage de THC. Non, c'était pas ça. Puis garde la coke encore moins. Puis fentanyl, ça. Mais j'ai dit, t'as quand même une chance sur 3, 4, je m'en fous. Déjà là, une chance sur quelque chose, ça m'intéresse pas. Que ta jeune, elle aime ça, puis qu'elle ait le goût d'aller ailleurs, là, que le pot, ça fait longtemps, ça marchera plus, là, puis qu'on va dans la coke, puis on a rendu... À partir du moment où tu t'encourages ou que tu... sans encourager, que tu dédramatises ou que tu banalises le fait que c'est juste du pot, ça veut dire que toi, tu te donnes une chance en tant que parent que ton enfant puisse arriver... tu puisses la retrouver sur le coin de la rue, là, tu sais, avec une aiguille dans le bras. Fait que, mais écoute, c'est super, on va accueillir Gracia parce que mais j'ai envie de te la laisser. Elle fait partie de ton histoire. J'ai envie de te la laisser pour les questions, sans que je sois là, parce que j'ai souvent tendance à plus parler qu'elle. Je suis vraiment... puis j'aimerais ça lui laisser son moment, genre que ça soit vraiment ton moment avec elle. Je sais pas si c'est quelque chose... moi, je te dirais, pour qu'on fasse ce lien avec toi, c'est important que tu sois là, mais que tu n'as pas une bonne gestion de classe. Fait que je vais dire, écoute... Gracia, laisse-la parler. Inquiète-toi pas, je me gênerai pas. Fait qu'on se revoit, on l'invite. Alors, on va se retrouver en deuxième partie avec Jérémy et aussi avec sa conjointe, Gracia.